Aujourd'hui, je vais vous parler de Singapour. Cette petite cité-État se situe à la 7e place mondiale en termes de PIB par habitant, et pourtant le territoire est minuscule, la population n'est pas nombreuse, et il n'y a pas de ressources dans le sous-sol. Alors comment fait Singapour? Singapour est ici, en Asie du Sud-Est, au bout de la péninsule malaise. C'est tout à la fois une ville, une cité-État et l'un des plus petits États au monde. Le territoire de Singapour s'est agrandi au fil des années. En 1957, il fait 581 km² et aujourd'hui 716 km² pour l'ensemble des îles. Ainsi, près de 20% du territoire de Singapour a été gagné sur la mer grâce aux techniques de poldérisation. Mais pourquoi chercher à s'étendre? Eh bien parce que Singapour est l'un des États les plus densément peuplés au monde. Avec 5,5 millions d'habitants, citoyens et étrangers compris, la densité de population est de 7 400 habitants au kilomètre carré. Par exemple, elle est de 6 400 habitants à Hong Kong. Si on ne prend pas en compte les étrangers, les citoyens de Singapour sont à 76% d'origine chinoise, 15% malaise et 7% indienne. L'État de Singapour a 4 langues officielles, l'anglais, le chinois, le malais et le tamoul. Donc la société singapourienne est multiculturaliste et pour comprendre l'origine de cette diversité, bien sûr, il faut faire un peu d'histoire. L'importance économique de Singapour n'est pas nouvelle. Déjà au XIIIe siècle, un port du nom de Temasek est fondé sur l'île où se trouve aujourd'hui Singapour. Il connaît son apogée au XIVe siècle car il se trouve sur les routes maritimes du commerce des épices et du bois entre l'Asie et l'Europe. À partir du XVe, l'importance du port décline, supplantée par celui de Malacca, et il va retrouver son importance qu'au XIXe siècle avec l'arrivée des Britanniques. Les Anglais cherchent un nouveau point de chute commercial et militaire en Asie orientale, soucieux de renforcer leur présence dans la région. En 1824, le Royaume-Uni acquiert Singapour, qui devient colonie de l'Empire. Sous l'impulsion de Stamford Raffles, les Britanniques entament de nombreux travaux d'aménagement, comme la construction des quais, d'installations portuaires. Ils font de Singapour un port franc, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de taxes à payer pour les exportations et les importations. En 1869 est ouvert le canal de Suez. Conséquence, la route maritime qui passe par le sud de l'Afrique est délaissée et le détroit de Malacca supplante le détroit de la Sonde comme passage obligé de la route maritime entre l'Europe, le Moyen-Orient et l'Asie, ce qui valorise la position géographique de Singapour. Le port prend de l'importance sur le plan commercial, ce qui entraîne un afflux de main-d'œuvre étrangère. En 1821, la population de Singapour est de 5 000 habitants. En 1931, elle est de 560 000, dont une majorité est chinoise. En 1821, les Chinois représentaient 20% de la population. On est à 75% en 1931. Alors pourquoi? Eh bien, attirés par le boom économique de Singapour, de nombreux Chinois cherchent aussi à fuir les 2 guerres de l'opium qui ont ravagé le sud de la Chine au XIXe siècle. Puis Singapour devient indépendante du Royaume-Uni en 1963, date à laquelle elle rejoint la Fédération de Malaisie, qui comprend aussi la Malaisie, le Sarawak et le Sabah. Mais de nombreuses divergences politiques opposent Singapour et la Malaisie. Singapour milite pour un État multiculturel qui accorde les mêmes droits à toutes les populations, alors que la Malaisie, elle, veut favoriser l'ethnie malaise. Résultat, la Malaisie expulse Singapour de la fédération le 9 août 1965, donc Singapour devient à cette date indépendante. Singapour se retrouve alors seul, avec très peu de territoire, sans ressources naturelles, un faible niveau de vie pour les habitants. En 1965, date de l'indépendance, le PIB par habitant de Singapour est de 2 300 $ en moyenne. Et pourtant, le saut en 50 ans est impressionnant. En 2012, le PIB par habitant est passé à 34 000 $, c'est-à-dire 15 fois plus qu'en 1965. Eh bien, ce qui a permis à Singapour d'arriver à un tel niveau de développement, c'est sa localisation, son secteur bancaire, la qualité de l'éducation et de la formation et l'ouverture de son économie sur le monde.
Prenons d'abord la géographie. Singapour se trouve dans le détroit de Malacca, c'est l'un des détroits les plus fréquentés au monde, avec plus de 200 navires par jour. Malacca se trouve sur la route maritime qui relie le Moyen-Orient, première région productrice de pétrole au monde, et l'Asie, première région consommatrice. Ainsi, en 2011, plus de 15 millions de barils de pétrole ont transité par ce détroit chaque jour. Grâce à sa localisation dans le détroit, le port de Singapour se classe au deuxième rang mondial tant pour le nombre de containers que pour le volume de marchandises transportées. L'autre point fort de Singapour sur la scène internationale, c'est son secteur bancaire, qui lui a valu le surnom de Suisse de l'Asie. Entre 2000 et 2010, la valeur des actifs privés bancaires gérés à Singapour a été multipliée par 11 et le nombre de banques étrangères privées a doublé. Pourquoi ? Eh bien, la pression accrue que certaines organisations internationales mettent sur les paradis fiscaux, notamment en Europe, conduit les banques à transférer leurs activités. Singapour est politiquement stable, avec une réglementation très favorable au secret bancaire, donc c'est la terre d'accueil idéale pour les actifs privés bancaires, et Singapour pourrait même, dit-on, détrôner la Suisse dans ce domaine d'ici quelques années. D'autre part, Singapour a fait le pari de l'économie de la connaissance. L'éducation est une priorité pour le gouvernement qui affecte par an 20% du budget national aux dépenses d'enseignement. Résultat, on trouve dans le classement du Times la National University of Singapore au second rang des meilleures universités asiatiques. Mais si Singapour occupe une telle place sur la scène internationale, c'est aussi en raison de l'ouverture de son économie. Regardez sur ce planisphère les très nombreux pays avec qui Singapour a signé des accords de libre-échange. Elle est aussi membre de l'OMC, elle est l'un des membres fondateurs de l'ASEAN, l'Association des nations de l'Asie du Sud-Est, et grâce à ces diverses mesures, le volume des exportations a fortement augmenté et leur valeur représente aujourd'hui presque 2 fois celle du PIB de Singapour. Donc, l'économie de Singapour est typiquement une économie globalisée, ce qui la rend en même temps vulnérable à la conjoncture mondiale et à la santé économique de ses partenaires. Maintenant, qu'en est-il sur le plan de la politique intérieure ? La vie politique semble un peu figée puisqu'un seul et même parti politique, le Parti d'Action populaire, est au pouvoir depuis près de 60 ans. Le PAP a été fondé en 1954 par Lee Kuan Yew et depuis, une série de mesures ont empêché l'émergence d'une opposition politique. Ainsi, la loi de sécurité intérieure autorise l'emprisonnement sans procès, la peine de mort est toujours appliquée, les droits de grève et de manifestation sont très restreints, la presse s'auto-censure par peur de représailles, sauf que les choses ne sont peut-être pas aussi figées. Tout d'abord, le développement d'Internet et des réseaux sociaux permet à la société civile de contourner la censure et de manifester son mécontentement. Et ce mécontentement concerne notamment l'augmentation des inégalités, mais aussi l'augmentation de l'immigration. Regardez ce schéma. Le nombre de personnes étrangères était de 10% en 1970, il est de 40% en 2013. Parce que le gouvernement singapourien a poursuivi une politique favorable à l'immigration pour attirer de la main-d'œuvre, mais aussi pour compenser le faible taux de fécondité dans le pays. Sauf que, aux yeux de l'opinion publique, l'arrivée de ces travailleurs entraîne une baisse des salaires, alors que le coût de la vie augmente à Singapour. Maintenant, qu'en est-il de l'environnement régional ? Singapour entretient des différends territoriaux avec la Malaisie et l'Indonésie sur la délimitation de leurs frontières maritimes respectives. Or, plus de la moitié de l'eau potable consommée sur l'île vient de Malaisie et d'Indonésie, ce qui rend Singapour dépendante et donc vulnérable aux pressions. Par ailleurs, vous voyez sur cette carte les actes de piraterie qui ont eu lieu dans le détroit au cours de l'année 2012. L'importance du trafic dans le détroit a favorisé l'émergence de la piraterie maritime et la corruption des diverses polices rend la lutte assez peu efficace. À la piraterie s'ajoute aussi la menace de guérillas islamistes présentes en Thaïlande et en Indonésie. Il faut savoir aussi que Singapour dispose d'un budget militaire important et qui représente 3,5% du PIB du pays, ce qui est largement supérieur à ses deux voisins.
À cela s'ajoute la présence d'une base militaire américaine à Singapour, ainsi que le commandement logistique de USPACOM, le commandement des forces américaines dans le Pacifique. Cela répond aux inquiétudes de Singapour sur l'instabilité dans le détroit de Malacca, aux craintes américaines vis-à-vis de la Chine et aux craintes de plusieurs États d'Asie du Sud-Est face aux tensions qui prévalent en mer de Chine méridionale. Alors il y a bien sûr cette extraordinaire situation géographique de Singapour. Songez que chaque année, Singapour enregistre 140 milliards d'euros liés aux transactions pétrolières parce que la moitié du tonnage mondial de pétrole passe par le détroit de Malacca. Il y a aussi la confiance que peut inspirer un petit pays, la capacité à faire les bons arbitrages budgétaires. Chaque année, le gouvernement de Singapour arbitre toujours en fonction du budget de l'éducation nationale. Cela dit, il y a des problèmes à terme qui surgissent. Par exemple, le niveau de formation des élites de Chine continentale rejoint celui des Singapouriens. Donc ceux-ci, à terme, vont perdre le leadership qu'ils avaient en termes d'expertise bancaire et d'ingénierie financière. Alors vous pouvez lire une très bonne introduction à la géopolitique de Singapour avec le livre de Rodolphe de Coninck, La cité-État ambitieuse, aux éditions Belin. Vous pouvez lire la revue du Monde chinois, publiée par l'Institut Choiseul, Singapour Mirage ou Miracle, avec des questionnements sur le modèle singapourien. Et puis enfin, une comparaison historique avec la Méditerranée asiatique, ville portuaire et réseau marchand dans la région, publié aux éditions du CNRS par François Gipoulou.